Au nom du bureau de l'AGEC, je vous souhaite la bienvenue. AGEC qui connaît déjà sa deuxième manifestation, ainsi de bonne santé. Je voudrais vous dire qu'il y a énormément de choses qui ont été réalisées. La papeterie, le compte bancaire, le côté administratif. Bien sûr, je vous remercie tous les membres, là chacun reste à laquelle. Donc les choses prennent forme. Deux annonces. La première, c'est le mois prochain, le 23 mai. Ce sera un staff. On avait mis d'accord selon votre demande d'alterner table ronde et staff. Donc il y aura un staff parce que c'était une des thématiques que vous avez choisies. Le sponsor sera Roche et ce sera des cas cliniques. Je remercie le professeur Roche d'être ici présent qui va animer et coordonner le staff. Vous avez reçu un email dans ce sens. Donc celui qui a un dossier qui le tracasse un petit peu ou qui veut le présenter, il suffit de l'envoyer au professeur au secrétariat qui le remettra au professeur Bouvet. Bien sûr, il y aura une sélection, on ne pourra pas présenter tous les cas, mais n'hésitez pas à les envoyer. Si on a beaucoup, ça nous poussera peut-être à en faire un deuxième. Mais en tout cas, je vous demande d'envoyer des cas qui vous posent problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un peu la continuité de la thématique d'aujourd'hui.
ça, on n'a pas encore eu. C'est uniquement un premier jet. Le bureau va se réunir ce soir et se réunira aussi le mois prochain pour voir les détails. Je vous donne déjà l'idée, parce qu'ils ont déjà fait à Rabat et Casa, c'était 4 journées, 4 samedis, mais pour des raisons d'organisation, de déplacement des conférenciers, à Fès, ça serait un peu difficile. Et donc la formule qui est proposée, c'est 2 week-ends séparés de 2 mois ou 3 mois de workshop, avec un programme qui est très intéressant, on va vous l'envoyer. Et il y aura bien sûr une attestation qui sera délivrée, mais qui ne le sera que ceux qui assisteront aux 2. C'est des conditions. De toute façon, vous allez recevoir le détail de tout ça. Il y aura une inscription, bien sûr, le sponsor, le partenaire centralisé. Donc voilà un peu les deux points. Sûrement qu'il y a d'autres choses que j'ai oubliées. Donc je passe à la thématique d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter le docteur Nabil Ayachi, qui est médecin, qui est spécialiste en nutritionniste, qui travaille au CHU de Médecine de Rabat. Il est fixé actuellement en néphrologie parce qu'il s'intéresse à la nutrition de façon générale. Il a eu sa formation en France, aux États-Unis, parcouru le monde. Alors, il fait la nutrition de façon générale, mais il a maintenant une tendance à plutôt faire la nutrition et les maladies rénales. Et donc, il est très connu des médias, pour ceux qui, parmi vous, ont déjà entendu dans l'émission de 9h30 et d'autres émissions. Et donc, c'est un plaisir et je le remercie au nom d'avoir fait le déplacement d'être parmi nous. La thématique, c'était un peu là aussi, c'était votre choix. Et en accord avec le bureau et Dr Ayachi, on lui a dit essayez un peu de nous faire comme un avant-goût à la formation sur la nutrition pour nous montrer un peu l'intérêt de cette nutrition et tous les volets de la nutrition. Donc ça, c'est en quelque sorte on ne pourra pas tout voir aujourd'hui. C'est une présentation générale où il va bien sûr les questions-réponses. Vous aurez la parole sera à vous. Bien sûr, je remercie Central Laitière, notre partenaire, notre sponsor, et en particulier Hanan, qui est parmi nous et qui a en quelque sorte coordonné toute cette table ronde et cette réunion. Et sans plus tarder, je vous passe la parole. Merci Nabil. Merci. J'anime ce soir cette présentation. En fait, nous allons tous animer, on va tous partager des informations, nous allons discuter quelques informations concernant la nutrition. Donc à mon tour, je tiens aussi à remercier Dr Ibrahim de m'avoir donné cette occasion d'être parmi vous ce soir. Je vous remercie un petit peu. On va parler de maladie gastro-intestinale, mais suite à la demande de C. Ibrahim, donc je voudrais commencer par quelques informations concernant l'alimentation d'une manière générale. Comme ça, vous allez avoir une idée de ce que nous commençons à manger maintenant, ce que nous ingérons maintenant dans notre corps et ce que nos enfants peut-être, ou bien la prochaine génération va surtout consommer. Donc nous sommes devenus tous comme ça, nous sommes devenus stressés, on n'a pas le temps, on parle du n'importe quoi, quelqu'un si on demande quelque chose, on n'a pas le temps de répondre, etc., etc. Et on se pose tout le temps la question pourquoi. Parce qu'avant on avait le temps de faire beaucoup de choses, maintenant on n'a plus le temps, on est stressé, on a toujours des mal à la tête, on oublie facilement, on oublie rapidement. Moi je reçois maintenant des patients, parce que parfois ça arrive à un stade un petit peu avancé, je reçois des patients et tu veux que ce téléphone, c'est un petit peu, c'est des choses, les deux petits ballons, tu es, et on ne sait pas pourquoi. Alors pour rien n'a changé. Normalement l'homme, pour vivre, il a besoin, je crois qu'il ne marche pas, c'est pas grave. Donc on a besoin de l'air, on a besoin de l'oxygène, on a besoin de l'eau, on a besoin des rayons solaires, on a besoin de l'alimentation. L'homme béchéi, il a besoin de 4 paramètres. Le makla, le roi, le ma ou to. Donc l'oxygène c'est le même, c'est toujours O2, H2O c'est le même H2O, mais par contre ce qui a changé c'est surtout notre alimentation. Donc je voudrais commencer s'il vous plaît avec vous par une présentation et une définition que j'aime beaucoup, qui est très importante. C'est la clé et la réussite de tout régime alimentaire. Et quand je dis régime alimentaire, ce n'est pas le régime c'est-à-dire difficile à respecter, etc. Mais je vais changer ce mot régime alimentaire par hygiène de vie. Donc la clé de notre... Merci beaucoup. Donc la clé de notre hygiène de vie commence par définir ça. Je crois qu'il y a un problème, monsieur. C'est pas grave. Merci. Donc c'est quelque chose que nous ingérons plusieurs fois par jour, un aliment. Mais si je vous demande de définir l'aliment,
Donc c'est un produit brut ou transformé. Brut comme réseau, transformé comme khobs. Servant à nourrir l'homme. Ça c'est le premier objectif. Mais j'aime beaucoup la troisième partie de la définition. Sans lui causer de troubles. Ça c'est la définition d'un aliment qu'on trouve. Alors là, ça va nous pousser à poser plusieurs questions. Est-ce que toutes les choses que nous ingérons par jour, ce sont des aliments? Je donne un simple exemple, rapide et facile. La limonade cause des troubles à l'organisme. Donc, est-ce que la limonade est un aliment? Point d'interrogation, on va répondre tout à l'heure en regardant d'autres termes. Donc ça, c'est les habitudes alimentaires marocaines. Donc c'est le thé, qu'on a remplacé malheureusement par les boissons gazeuses. C'est les fruits secs que nous avons remplacés malheureusement par les bonbons, le chocolat, etc. C'est le harcha, le semel que nous avons remplacé par les petits pains, les fourrés noirs et ainsi de suite. C'est xo, tagine, fissa, etc. que nous avons remplacé par les gratins, les pizzas, les hamburgers. Et si on veut voir un petit peu la composition alimentaire, et j'aime beaucoup ces diapos en fait, que j'ai, qu'on a un certain moment, c'était fait la une du magazine, et ça fait à peu près 5 ou 6 ans. باش رفعت واحد التحدي وباقي دائما تنتحدى وباقي حتى شي واحد ما غلبني في هذا التحدي. تنتحدى اي واحد في العالم يجيب لي شي بلد اللي فيه التنوع الغذائي بحال اللي كاين في المغرب. ما كاينش، يلا. Je donne un simple exemple. On a l'huile d'olive. L'Espagne a l'huile d'olive, mais ils n'ont pas les dattes, ils n'ont pas le chameau. Nous, on a chameau, on a les dattes. Les Saoudiens ont le chameau, les dattes, mais ils n'ont pas l'huile d'olive, ils n'ont pas l'huile d'argan. Et ainsi de suite. Donc, on a tous les aliments. C'est-à-dire, tous les besoins alimentaires de notre organisme, on peut les satisfaire par la production locale de nos produits alimentaires. Ne posez pas la question pourquoi, parce que moi aussi je ne sais pas. Si Dieu il aime ce pays, comme le pays, donc il a bien fait les choses. On a toute cette diversité alimentaire au niveau de notre cher pays Maroc. On va prendre une petite. J'ai pris quelques exemples de quelques aliments que nous consommions avant, mais maintenant malheureusement on ne les consomme plus. Les légumes secs. Quand j'entends parler des légumes secs, c'est les des, hummus, le bial, les saras, etc. Donc avant on consommait ça, mais maintenant on ne les consomme plus. On les consomme très rarement. Regardez-moi la composition s'il vous plaît. Sur le plan calorique, c'est 111 kcal par 100 grammes. Les gens qui disent que les légumes secs font grossir, c'est seulement 100 kcal par 100 grammes. Vous voyez, un paquet de chips, il contient 500 kcal. Là, 100 grammes de légumes secs, c'est 100 kcal. Donc automatiquement, il ne fait pas grossir. C'est des protéines d'origine végétale. C'est des glucides, seulement 16 grammes de glucides. Le pain contient 50 grammes. C'est du magnésium, des gens qui partent chercher du magnésium sur le plan sous forme de comprimé, sous forme chimique. C'est du phosphore, c'est du potassium, c'est du calcium, c'est du magnésium et c'est du fer. Regardez-moi le potassium, c'est 300 mg. Quand je dis 300 mg de potassium, ça veut dire quoi? Quand je dis le potassium c'est un diurétique. Tous les aliments naturels sont riches en potassium. Impossible de trouver un aliment qui ne contient pas de potassium. Et d'ailleurs, c'est pour ça, le régime le plus difficile, c'est le régime des pathologies rénales. Nous sommes très peu Marocains qui font ce régime. Dans le monde, nous sommes très peu. Pourquoi? Parce que c'est un régime qui est très difficile à réaliser. Il est très difficile à suivre par les patients. Pourquoi? Parce que vous connaissez l'hypercalémie chez l'insuffisance rénale, c'est le problème majeur. Et donc de trouver un régime pauvre en potassium, c'est très difficile. Tous les aliments que Dieu a créés sont riches en potassium, ils sont pauvres en sodium. Pourquoi? Parce que quand on mange une alimentation riche en potassium, premièrement, on diminue l'hypertension artérielle et deuxièmement, on élimine, parce que le potassium c'est un diurétique. Quand on urine, on élimine les déchets. Donc automatiquement, on fait la détoxification d'une manière naturelle. C'est pour ça que je dit la femme à l'âge de 70 ans, pourquoi? Parce qu'ils éliminaient tout le temps les toxines. C'est pour ça qu'ils étaient bien dans leur tête, ils étaient bien dans leur cerveau, ils n'étaient pas stressés. Pourquoi? Parce qu'ils éliminaient tout le temps. Quand je prends beaucoup de légumes secs, j'élimine. Pourquoi? Parce que c'est du potassium, c'est 300 mg par 100 g. On va faire un autre aliment. Les dattes. 278, des protéines, des glucides, des fibres alimentaires qui sont devenues à la mode maintenant, surtout pour les gastro. Ils jouent un rôle de protection contre les maladies gastro-intestinales, surtout contre le cancer du tube digestif. Regardez-moi le potassium, c'est 600 mg, à peu près 700 mg de potassium. Du magnésium, encore une fois du magnésium, du phosphore, du calcium et du fer. Tous ces minéraux que les gens maintenant, surtout les femmes, partent chercher dans la pharmacie. Il existe dans les dattes et dans les légumes secs. On n'a pas encore terminé, la liste est encore longue, j'ai pris que quelques exemples. Les amandes. Les amandes, elles contiennent des lipides et des protéines. Les dattes, tout à l'heure, on a vu que les dattes qui contiennent des glucides, plus des protéines. C'est des glucides rapides, qui sont bien pour le cerveau, etc., etc. C'est pas ça notre sujet. Alors imaginez-vous quand vous mélangez, quand vous prenez un aliment, quand vous prenez un mélange entre dattes et amandes. Regardez-moi. C'est des protéines, c'est des lipides, c'est des glucides. C'est les 3 substances énergétiques. Beaucoup mieux qu'un biscuit ou autre chose. D'accord? Malheureusement, on a laissé tomber ça. On est parti vers une autre hygiène de vie. Bon, moi j'appelle pas ça hygiène de vie, ainsi de suite.
Donc, si nous mangeons du magnésium, si nous mangeons ces aliments-là, parce que là, je vais vous dire une chose, je vous la garantir d'ailleurs, on va commencer déjà une étude, quand on va publier prochainement, nous sommes tous carencés en vitamines. Ça, je peux vous le confirmer à 99,999999%. Nous sommes tous carencés en vitamines. Ce n'est pas seulement parce que nous ne consommons pas d'aliments qui sont riches en vitamines, mais parce que nous ne consommons pas, premièrement, les aliments riches en vitamines, et deuxièmement, nous consommons des aliments qui nous font utiliser les réserves d'INA en vitamines. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, regardez-moi cette comparaison. J'ai beaucoup ces diapositives. La comparaison entre le pain complet et le pain blanc. Et là, regardez-moi très bien, normalement, là, on appelle pain complet. Comment devons appeler ça? Un pain complet, normalement. On ne l'a pas appelé pain complet. Regardez sur le plan industriel comment ils jouent sur les mots. Ils l'ont appelé pain blanc. Pourquoi ils l'ont appelé pain blanc? Parce que l'être humain, de nature, tout ce qui est de couleur blanche, c'est bien pour le corps. Donc, ils l'ont appelé pain blanc. Alors regardez la différence. Le pain complet contient 2,2% de minéraux, de sels minéraux. Je ne vous l'ai pas en train d'être dans les détails toute la liste. Le pain blanc, il contient seulement 0,7% de minéraux. La vitamine B3, 3,3% pour le pain complet, 0,9% pour le pain blanc. La vitamine B2, 0,13% de vitamine B2 dans le pain complet, 0,03%, c'est pour qu'il est négligeable dans le pain blanc. Ainsi que 90% de perte dans le pain blanc en vitamine B1, perte de 80% en vitamine B9, 100% de perte en vitamine E et 80% de perte en fer, en magnésium et en manganèse. Ça, c'est juste le pain complet. Vous allez me dire peut-être que c'est des chiffres qui sont. Il n'y a pas une grande différence. Je vais dire si, parce que là, c'est la comparaison entre 100 grammes. Supposons que nous consommons juste 200 grammes de pain par jour, multiplié par 365 par an, multiplié par 60 ans. Donc, quelqu'un qui est nourri par le pain complet, automatiquement, en arrivant à l'âge de 50 ou 60 ans, il sera beaucoup mieux que quelqu'un qui a été nourri par le pain blanc. Après, donc je ne voulais pas entrer dans les détails, comparer la levure de pierre, le khmira, la khmira et ainsi de suite. Ça, c'est un autre sujet. L'huile d'olive, normalement, que nous devons tous consommer chaque jour, à part en cas de lithiase, bien sûr, vésiculaire. Mais normalement, l'huile d'olive, nous devons la consommer chaque jour. Et là, une étude récente, d'ailleurs, c'est M. Benedetto, le gastro, qui m'a amené l'étude. En fait, ils ont trouvé que l'huile d'olive, maintenant, il stoppe les cellules cancérigènes. Donc ça, c'est des études confirmées. On va rentrer dans un sujet un petit peu qui fait peur, en fait, surtout les industries. Alors, on va parler d'additifs alimentaires. Donc ces additifs alimentaires, ils sont définis, ils étaient définis donc par un décret du 18 septembre 1989. Et on entend parler par additifs alimentaires toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi et habituellement non utilisée comme ingrédient, caractéristique dans l'alimentation, possédant ou non une valeur nutritive et dans l'adjonction intentionnelle au denrées alimentaire dans un but technologique au stade de la fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport et ainsi de suite, a pour effet ou peu raisonnable être estimé avoir pour effet qu'elle devient elle-même ou que ces dérivés deviennent directement ou indirectement un composant dans les denrées alimentaires. Les additifs alimentaires, vous les connaissez tous. C'est des chiffres qu'on trouve dans l'étiquetage de nos aliments. Donc c'est le E100 et quelques, E200 et quelques, E300 et quelques, et ainsi de suite. Donc si le chiffre commence par 1, c'est-à-dire de E100 à E199, ça veut dire que votre aliment contient un colorant. Si le chiffre commence par 2, c'est-à-dire de E200 à E299, ça veut dire que votre aliment contient un conservateur, et ainsi de suite. Donc 3 est un antioxydant, etc. Je vais vous donner quelques exemples, quelques simples exemples d'additifs. Donc les colorants, ils ont pour but bien sûr donc, de modifier le goût, l'odeur, la couleur, la texture, etc. Les conservateurs, bien sûr, c'est inhibe le développement des micro-organismes pathogènes. Les antioxydants, ils empêchent la formation des radicaux libres, comme la vitamine C. Les mésémulsifiants, les édulcorants sont des substances à fort pouvoir et sucrants, etc. Donc le plus important, c'est ça. C'est des chiffres qu'on voit tout le temps dans nos produits alimentaires. Oui ou non? Bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter, il n'y a pas de problème. Et si je parle trop vite, tout le monde fait cette remarque, vous me le dites, je peux ralentir. Alors, on va voir ces substances qui sont cancérigènes, ces additifs alimentaires. D'accord? Donc, il faut mieux imprimer cette liste, la mettre avec le permis et la carte nationale. Et si vous voulez acheter un produit alimentaire aux grandes surfaces, au moins, c'est la moindre des choses à faire. Au moins, vérifiez si votre produit contient un de ces additifs ou pas. Alors, les additifs, ces deux additifs, ils élèvent la cholestérolémie. On va voir où on les trouve. Le E320 et le E321. C'est des antioxydants. On les trouve dans les purées en sachet. Donc les gens qui consomment la purée de pommes de terre, par exemple, en sachet. Donc ces purées contiennent le E320 et le E321 qui est responsable d'une augmentation, qui participe à l'augmentation de la cholestérolémie. Ça, j'ai pris juste quelques simples exemples parce que la liste contient des milliers et des milliers de chiffres d'additifs alimentaires.
Puisque vous êtes des gastro, donc j'ai pris un petit peu les additifs qui influencent négativement sur le tube digestif. Donc les additifs qui irritent le tube digestif. Regardez combien d'additifs. Du E220 à E226 au 227, du E406 à E200, etc. Bon, on va passer aux choses pratiques. Le E220, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Ce sont des conservateurs, on les trouve dans la confiture, les gelées, les jus de fruits, sein, bière, vodka, caramel, boissons séchées, etc. Regardez ça, il contrarie la fixation de la vitamine B à éviter si c'est possible. Ça, c'est des recherches scientifiques, c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai fait du copier-coller, du PubMed au diapo. Les additifs qui ralentissent un petit peu la digestion. Le E290, c'est un conservateur qu'on le trouve dans la boisson gazeuse. Déjà, la boisson gazeuse contient le E150D, qui est connu maintenant, il est cancérigène et il est parmi les additifs responsables de l'hyperactivité chez l'enfant. Le E150D, B, C et D qu'on trouve aussi dans les bonbons. Et le E150D avec le E210, s'ils sont mélangés, donc il devient, le pouvoir cancérigène augmente, et le E210, on le trouve aussi donc, dans tout ce qui est confiture, dans tout ce qui est biscuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous donnez à votre enfant un biscuit ou du pain avec de la confiture, avec de la boisson gazeuse, vous avez augmenté d'un pourcentage très élevé le risque du cancer de votre enfant. Et dernièrement, il y a une étude canadienne, 40% du cancer, c'est l'alimentation. Maintenant, c'est confirmé. Dans les médias, on parle surtout stress, pollution, facteurs génétiques, etc. Le colombe, il représente que 10%. Il y a 30% la cigarette, 40% l'alimentation. Les 30% qui restent, ils sont répartis avec les autres facteurs. 40% du cancer, c'est l'alimentation. Et si c'est prouvé que ces additifs sont cancérigènes, oui. Pourquoi ils ne sont pas retirés du marché? Ils ne sont pas retirés parce qu'en fait, ils deviennent premièrement cancérigènes quand on dépasse une dose. Ça, premièrement. Deuxièmement, au niveau de l'industrie alimentaire, il y a des produits qu'on ne peut pas faire s'il n'y a pas ces produits. C'est comme le cornflakes qui a fait boom en France. Le cornflakes caramélisé, je ne sais pas si vous avez vu l'émission sur M6, le cornflakes caramélisé qui est prouvé maintenant qu'il est cancérigène. Mais ils n'ont rien fait parce qu'en fait, l'industrie, quand il fait ce produit, il respecte certaines doses à ne pas dépasser. Mais le problème, c'est que nous consommons chaque jour ces produits. Parce que moi, en fait, je dis jamais supprimer. C'est vrai que je suis contre la boisson gazeuse, mais je ne vous dis pas de supprimer la boisson gazeuse, mais au moins limiter la consommation de la boisson gazeuse. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est que nous consommons cette boisson gazeuse chaque jour. Et en parallèle, ne prenons pas d'huile d'olive chaque jour. On ne prend pas de fruits secs, on ne prend pas de légumes secs. Et c'est ça le problème, parce que tout à l'heure, je voulais revenir sur un point. Tout ce qui est, pas seulement les boissons gazeuses, mais tout ce qui est aliments riches en sucre, riches en lipides. On l'appelle dans la science de la nutrition par des calories vides. Rappelez-vous très bien de ce mot, calories vides. Pourquoi on les appelle comme ça? Parce que normalement, quand on a les substances énergétiques, protéines, lipides, glucides, pour qu'ils se transforment en énergie, on a besoin de vitamines. Il n'y a pas de transformation de substances de protéines, lipides, glucides en énergie s'il y a absence de vitamines. Donc quand je prends une boisson gazeuse, supposons que je vais prendre une boisson gazeuse avec une tarte au citron, avec une pâtisserie, un gâteau, n'importe quoi. Donc quand je prends ça, c'est surtout des lipides et des glucides. Mais il n'y a pas de vitamines. La boisson gazeuse, il n'y a pas de vitamines dans la boisson gazeuse. C'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que les enfants maintenant, moi je parle surtout pour les enfants, peut-être parce que mais les enfants maintenant, malheureusement, ils font que ça. Ils mangent que ça. Ils mangent 0 fruits et légumes par jour. On a fait des études à Rabat, les crèches, c'est 0 fruits et légumes par jour. Les enfants, c'est cornflakes. Au déjeuner, c'est les frites plus saucisses plus pain. Et le dîner, c'est la même chose. Et on veut faire plaisir à ces enfants en amenant ces aliments-là, malheureusement. Donc voilà, c'est une phrase en fait. Maintenant, on se mettra à table. Il ne faudra plus bon appétit, mais il faut surtout dire bon courage et bonne chose. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que nous avons de voir? Non. S'il vous plaît. Oui. J'ai pas compris le terme à éviter, et à éviter c'est possible. Parce que j'entends éviter c'est possible, ça veut dire que. Parce que ce sont des substances qu'on trouve dans une grande liste d'aliments. Et ce sont des recherches qui ne sont pas des recherches marocaines, c'est des recherches européennes. On sait en Europe, c'est la forte consommation des confitures, de beurre, etc. Donc eux ne peuvent pas dire aux consommateurs ne touchez pas au beurre, ne touchez pas à la confiture. Parce qu'ils n'ont pas d'huile d'olive malheureusement. Donc c'est pour ça qu'ils disent éviter si c'est possible. Parce que pour les gens de la nutrition, le mustalah de la viande blanche, mustalah dakhil في اللغة العربية. Normalement, il n'y avait pas de viande blanche. Dieu, quand il a créé la nature, il a fait la différence entre deux choses, entre poisson et viande. La viande, elle était rouge ou rougeâtre. Mais c'est des aliments qui ont été modifiés génétiquement, d'accord, pour créer la viande blanche. Parce que moi, ça m'a fait rire dernièrement. Tout le monde parlait des aliments modifiés génétiquement, mais bien sûr qu'on les consomme.
La dinde, c'est quoi? Quand on était petit, il n'y avait pas de dinde. Il y avait que le bildi. Non, je parle de la dinde qui est devenue à la mode maintenant. Même le poulet blanc, il n'y avait pas. C'est des aliments qui sont modifiés génétiquement. Le problème, c'est que les gens pensent. Les gens pensent que ces aliments-là, c'est-à-dire le poulet ou la dinde blanche, les gens pensent qu'ils ne contiennent pas de lipides, qu'ils ne contiennent pas de cholestérol. C'est faux. C'est 20% de lipides. C'est 7% pardon de lipides. C'est 20% de protéines. C'est la même chose. Sauf que c'est des graisses cachées qu'on ne voit pas. Et surtout, c'est des aliments qui ne bougent pas. Le poulet ou la dinde, ils restent enfermés par ferme, on les bombarde, les corticoïdes et ainsi de suite. Et après, au bout d'un mois, ou là, 1 mois et demi, ou là 2 mois, on passe de 500 grammes à 12 kilos. Il y a des dindes qui font 12 kilos. Donc c'est ça le problème. Donc je voulais dire tout à l'heure, c'est que malheureusement, maintenant, on commence à laisser nos habitudes. On commence à laisser tomber nos vraies habitudes alimentaires qui se basaient sur les céréales complètes. Et les céréales complètes, c'est les fibres alimentaires. Et les fibres alimentaires, ils diminuent l'hypercholestérolémie, ils diminuent l'hyperglycémie et ils jouent un rôle de prédiction contre le cancer du tube digestif. Ça, c'est les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, c'est quoi? C'est les céréales complètes, le pain complet que nous consommons avant, c'est les légumes et fruits que nous consommons avant. Parce que moi, ça me fait mal. Mais quelqu'un, par exemple, entre guillemets, un nutritionniste, tu veux qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. C'est faux. Mais j'ai un de dessert. Alors, c'est des desserts faits, il me semble simplifié. Ça, c'est des conseils qui sont adaptés par rapport au contexte européen. Parce qu'ils n'ont pas ça. Nous, on a ça, on a les produits, on a les fruits et légumes. Donc, il ne faut pas dire aux patients de consommer seulement 5 fruits et légumes par jour. Il faut dire aux patients de consommer une quantité illimitée de fruits et légumes par jour. Bien sûr, je parle pour les bien portants. Je ne parle pas en cas de pathologie X ou Y. C'est pour prévenir les crudités et ainsi de suite. Après, il y a l'huile d'olive. L'huile d'olive, malheureusement, que nous ne consommons plus. Après, il y a les céréales complètes, donc le boulat de chéenne, le khubz et ainsi de suite. Donc, tous ces aliments, malheureusement, on a laissé tomber ça. Parce que normalement, le Maghreb, on doit avoir un taux de cancer qui est très bas par rapport aux autres pays. Parce que tous les aliments que nous consommons sont des aliments anti-cancer. Les aliments que nous consommons, que nous consommons avant, le sainlouche que nous consommons avant, le zinjlan, le thé que nous consommons, il est anti-cancer. Mais à condition, il faut le consommer sans sucre. Parce que je ne sais pas si vous avez vu aussi l'étude qui a fait le bon, le sucre blanc, il est responsable de 30 millions de décès par an. 30 millions de décès. Le sucre blanc seul. Et le problème, ce n'est pas la consommation directe, c'est la consommation indirecte. Et qu'est-ce qu'on veut dire par la consommation indirecte? C'est que les gens maintenant se vivent à la mode. Tu as avec. Ben là, continue, je préfère parce que dans le gâteau, il y aura plus de sucre que dans le thé. Donc c'est comme la radio, j'ai entendu parler que le pain est donc donc au lieu de supprimer le pain, au lieu de supprimer le chocolat, pardon, donc il a supprimé le pain. Donc malheureusement, donc, on commence à laisser tomber nos vraies habitudes. Oui, là. Même pour l'huile d'olive, moi je voulais dire un petit mot, c'est la consommer avec modération. Un problème, on marche. Je ne suis pas d'accord avec vous, Lalla, je ne suis pas d'accord du tout avec vous. L'huile d'olive, quoi? Je vais dire pourquoi, Lalla. Anna, tout de suite. L'huile d'olive.